Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Jean Arthuis, sénateur de la Mayenne, ancien ministre de l'économie et vice-président de l'UDI. Pour vous interroger cette semaine, monsieur Jean Arthuis, Laurent de Boissieu pour le journal La Croix. Bonjour. Éléonore Veillas pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. L'UDI réunit ce week-end à Paris son Conseil national qui fait un peu figure de congrès, vous nous le direz. À l'ordre du jour, le nouvel organigramme de la formation de l'UDI. Et puis j'imagine la stratégie, la préparation des futures échéances électorales, notamment les municipales et les européennes de l'an prochain, dont vous avez la charge en tant que vice-président de l'UDI. L'UDI, c'est un peu, comme l'aurait dit le général de Gaulle il y a quelques années, le métro à 6 h du soir. On y trouve un petit peu de tout. Depuis 1981, je dirais que le centre se cherche un leader. Il a pensé très longtemps que ça pouvait être François Bayrou. Aujourd'hui, c'est Jean-Louis Borloo. Qu'est-ce qui vous fait dire ou fait penser que Jean-Louis Borloo, aujourd'hui, est un leader crédible pour le centre en France? Il s'est imposé très vite comme leader de ce mouvement de rassemblement et de refondation de la famille centriste, parce qu'il est celui d'entre nous qui a la plus forte notoriété. Il la doit, cette notoriété, à l'action qu'il a menée à Valenciennes, à sa présence dans plusieurs gouvernements, et nous sommes convenus qu'il présiderait cette formation qui est un rassemblement, comme l'était l'UDF en son temps. Et je ne vais pas revenir sur les circonstances passées, mais notre famille s'est fractionnée pour retrouver enfin sa place sur l'échiquier politique national, c'est-à-dire au centre droit. La création de l'UMP en 2002, c'était définitivement une très mauvaise idée. C'était vraiment une violence sans précédent. Rappelons-nous, Jacques Chirac est candidat à l'élection présidentielle. Il prend conscience qu'au second tour, il va affronter M. Le Pen. Et donc, il décide, entre les deux tours, de fonder l'UMP, qui même me suivent. Et pour les députés sortants de l'UDF, quand on est entre les deux tours de la présidentielle, on n'est pas très loin du premier tour des élections législatives. Et voilà comment on fonde l'UMP, le RPR et le centre. Mais on a bien vu au fil des années que la greffe centriste n'a pas vraiment prise. C'est si vrai que lorsqu'est venu le temps de choisir un président pour l'UMP, il y avait M. Fillon, il y avait M. Copé, mais il n'y avait pas un seul candidat issu des formations centristes. Et d'ailleurs, certains nous ont rejoints. Moi, j'ai vécu cette traversée difficilement. Il y a eu 2007, entre les deux tours, une partie importante des députés sortants vont aller fonder le nouveau centre, dans une relation quand même de grande proximité avec l'UMP. C'est sûrement beaucoup plus facile quand on est sénateur comme moi de ne pas rejoindre cette formation et d'attendre qu'enfin on se rassemble. Question de Laurent de Boissieu pour le journal La Croix. Dans la plupart des pays européens où il n'y a pas de scrutin proportionnel, c'est-à-dire où il y a un scrutin majoritaire, comme en France, la droite est représentée par une seule formation avec une diversité interne. Pourquoi en France il devrait y avoir, il y avait autrefois l'UDF et le RPR, aujourd'hui l'ambition c'est de faire l'UMP et l'UDI, pourquoi est-ce que la droite en France devrait y avoir deux partis et non pas un seul qui ait une diversité en interne? Je crois qu'il y a deux grands courants de pensée. L'un qui est bonapartiste, avec le culte du chef, c'est la culture... c'est le RPR. RPR. Et puis, il y a ce courant de pensée humaniste, décentralisateur, profondément européen. Ce sont des courants de pensée. L'UDI est très large. Ça va du CNI de Gilles Bordeaux-Lex, qui est plutôt eurosceptique, libéral, conservateur, jusqu'à vous-même, qui êtes plutôt chrétien social, centre-droit, voire centriste. Un petit peu, parce que vous avez soutenu François Bayrou. Remarque de Laurent de Boissieu. Oui, profondément. À la présidentielle. Profondément, c'est vrai qu'aujourd'hui,
Le spectre est un peu large. Un peu trop large, selon vous? Mais écoutez, il va falloir surtout qu'on travaille ensemble. Et c'est ce que nous allons faire dès samedi sur la thématique de la croissance, de la compétitivité et de l'emploi. On ne va pas accepter cette espèce de montée, d'explosion du chômage qui risque de mettre la France dans une situation intenable, un décrochage complet. Éléonore Veillas pour Radio Notre-Dame. Vous parlez de cette famille et on vient de dire qu'elle est très diverse. Sur quel point vraiment vous êtes d'accord? Voilà. Qu'est-ce qui fait votre unité? Eh bien, on va commencer à articuler les propositions qui nous rassemblent. Et sur la compétitivité, il faudra parler de la durée du temps de travail. Il faudra parler du financement de la protection sociale. Nous sommes dans une économie globalisée, la mondialisation est là, irréversible, et humainement, elle a permis à des pays de sortir du sous-développement et de partager le progrès. Humainement, la mondialisation a des bienfaits. Maintenant, nous devons être conscients qu'il nous appartient de nous adapter à cette mondialisation, d'en tirer les conséquences. Quelle est la logique de financer notre protection sociale, la politique familiale, par exemple, par des cotisations assises sur les salaires? Autrement dit, dans une économie globale, mondialisée, nous taxons la production. Et nous nous étonnons d'assister à des délocalisations d'activités et d'emplois qui font exploser le chômage. Eh bien, il faut mettre un terme à ces situations. Ce qui nous rassemble également, c'est la conviction que l'Europe doit aller jusqu'au bout de sa construction, et peut-être va-t-on en reparler tout à l'heure, et d'accepter un fédéralisme européen. On a créé une monnaie unique. C'était une nécessité, puisqu'il y avait un marché unique, que l'instabilité monétaire faisait qu'on assistait à des dévaluations compétitives qui tuaient la croissance et qui faisaient exploser le chômage, déjà. Donc, quand on partage une monnaie, on partage une souveraineté, mais on n'en a pas tiré les conséquences. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place le gouvernement économique et financier dont on a besoin. Donc, ceci nous rassemble. Revenons en 2 mots à la politique. Est-ce que vous diriez que le MoDem, François Bayrou, c'est mort et que l'UMP ne va pas bien? Non, moi, vous savez, ce qui me préoccupe, c'est ma famille politique. On en sortira tous ensemble. Et c'est comme dans la vie, il y a des choses qui meurent et des choses qui se oui, mais créent. C'est un peu ce qui s'est passé. J'étais récemment en Allemagne, j'assistais au congrès du FDP, et les Allemands sont très étonnés de l'instabilité de nos formations politiques, qui changent constamment de nom, dont les alliances et le champ s'élargit, se rétrécit. Tout ça n'est pas très sérieux quand même. Qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Excusez-moi. Est-ce que c'est notre façon de notre gouvernance des partis politiques, comme si la politique était un exercice un peu ludique où la communication l'emporte, c'est-à-dire l'instantané, sur la faisabilité, le long terme, la continuité. Donc, il va falloir changer cela. C'est lié à l'élection présidentielle, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui fait que, en tous les cas à droite, l'idée c'est qu'il y a en gros un présidentiable, un parti. Enfin, ça a été comme ça depuis le début de la Ve République. Question de Laurent de Boissieu. L'élection présidentielle écrase la vie politique française. Et elle en réduit la consistance. Tout va découler de l'élection présidentielle. Et comme dans la foulée, on élit les députés, lorsque vient l'alternance, les députés de la nouvelle majorité doivent leur élection au président de la République qu'on vient d'élire. Et voilà comment on peut susciter une sorte de dépendance, de soumission, oserais-je dire, d'un Parlement godillot, en quelque sorte. Je suis frappé par la faible consistance du Parlement, alors qu'il devrait être très ardent dans le contrôle de l'action du gouvernement, dans le contrôle des administrations publiques, dans l'évaluation des politiques publiques. Nous avons un Parlement par rapport à d'autres parlements, je pense au Parlement allemand, qui est assez faible et assez soumis. Est-ce que vous seriez pour... Parce que si je vous écoute bien ce que vous dites, si on en tire toutes les conséquences, il faudrait supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel direct.
Je ne vais pas faire cette proposition. Je souhaite simplement que les parlementaires que nous sommes prennent la mesure de leurs prérogatives et n'hésitent pas à être plus pugnaces pour contester un certain nombre de décisions. Moi, j'ai soutenu le gouvernement précédent et je reconnais qu'en maintes circonstances, nous n'étions pas à l'aise. Ce qu'on nous proposait n'était pas à la hauteur. Mais vous votez pour? Pas toujours. J'ai voté contre, souvenez-vous. J'ai voté contre un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Parce que je voudrais vraiment tirer la sonnette d'alarme sur les problèmes de retraite, sur les problèmes d'équilibre des comptes de protection sociale. Alors, revenons à l'UDI qui tient son premier conseil national, son congrès fondateur. C'est quoi ce week-end? C'est un conseil national. Il intervient alors que dans pratiquement tous les départements, les fédérations se sont organisées, ont procédé à l'élection de leurs instances dirigeantes, le président, nous allons bientôt nommer les délégués départementaux, tout se met en place. Et je trouve que l'ambiance est plutôt sympathique. Alors, concrètement, l'UDI, c'est quoi aujourd'hui? C'est combien de divisions, comme dirait l'autre? Combien de militants et quelles ambitions, par exemple, pour les municipales? Commencez par là. Je crois que nous sommes au-delà de 40 000 militants, ce qui n'est pas extraordinaire, mais qui n'est pas si mal. Nous procédons à la désignation des chefs de file qui sont appelés à devenir les têtes de liste pour les élections municipales. Ces désignations vont être rendues publiques d'ici la fin du mois de juin. Donc tout se met en place progressivement. Et c'est Jean-Louis Borloo qui s'en occupe directement, si j'ai bien compris. C'est un travail qui fait l'objet de délégations de responsabilité. Nous travaillons en équipe, nous avons à inventer une gouvernance exemplaire d'un parti politique qui doit devenir exemplaire. Question de Romain Mazenot pour RCF qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent. On sait qu'il pourrait y avoir des alliances entre des candidats de droite ou du centre droit avec le Front National au niveau local. Quelle sera la ligne de l'UDI? Est-ce que vous envisagez d'exclure des candidats qui seraient tentés par ces alliances au niveau local? Certainement pas. Ne pas exclure ces candidats? Non, certainement pas d'alliance de cette nature. Il n'y a pas d'équivoque à cet égard. Donc l'UDI est complètement à l'abri de toute tentation, même au niveau local, de toute alliance entre le centre droit et le Front National. C'est ma conviction, parfaite étanchéité. Laurent de Boissieu. Et pour rester sur les élections municipales, est-ce que vous pensez, parce que vous venez de nous dire que vous allez désigner les chefs de file, qui seront éventuellement tête de liste, est-ce qu'il faut partir, ce que l'UDI doit selon vous partir avec l'UMP unis dès le premier tour, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait des listes UDI-UMP et puis entre les deux tours que chacun se rassemble? Quelle est votre vision? Il faut d'abord que les membres de l'UDI se rassemblent. Nous savons bien comment s'est constitué l'UDI. Il y a des chapelles, il y a le Parti radical, il y a le Nouveau Centre, il y a l'Alliance centriste, il y a la FED, il y a la gauche moderne. Bon, il faut déjà qu'on commence à gommer ces différences de chapelle. Ce n'est pas encore le cas. Donc et qu'on travaille ensemble. C'est encore un peu le cas, mais tout ceci s'apaise. Et la guerre des égos, c'est terminé. Nous sommes solidaires les uns des autres et nous apprenons à dire du bien les uns des autres, ce qui est un progrès considérable. Eleonore Villas, Radio Notre-Dame. Alors ce week-end, donc Jean-Michel l'a dit, aura lieu votre premier conseil national du parti et sera lancée apparemment l'idée d'un contre-gouvernement. En tout cas, c'est Jean-Louis Borloo qui en a parlé. Est-ce que ce serait un message justement de sa part en direction de François Hollande en cas de dissolution de l'Assemblée nationale? On sait qu'il y a quelques semaines, justement, Jean-Louis Borloo avait récemment déclaré être prêt à prendre la tête d'un gouvernement. C'est une façon de coordonner nos propositions et de mettre en évidence la faisabilité, la pertinence, la crédibilité de ce que nous pouvons proposer. C'est une manière de préparer une alternance, mais ça n'a pas d'autre visée. Ce que je veux dire quand même, c'est que nous sommes en 2013, que notre pays traverse une crise redoutable, dont nous mesurons toutes les conséquences, notamment au plan social, et la désespérance qui menace notamment notre jeunesse. Donc on ne va pas attendre 2017 pour faire des propositions.
Et on n'est pas là pour mener une espèce de guerre civile entre la majorité et l'opposition. Il y a nécessité de faire émerger les bonnes réponses à la crise que nous traversons. L'objectif, c'est la vraie question, c'est comment sortir de cette crise, comment retrouver de la compétitivité, comment recréer de l'emploi, comment faire de la croissance, comment améliorer la gouvernance de l'Union européenne et notamment de la zone euro. Laurent de Boissieu, La Croix. On reviendra sur l'Europe tout à l'heure. Vous parlez de gouvernance de la zone euro. Et tout à l'heure, vous disiez que l'UDI était bien, il y avait une bonne gouvernance de l'UDI. Si on regarde l'organigramme, on voit que c'est la même personne qui est à la fois président d'une composante, le Parti radical, président du parti UDI et président du groupe parlementaire UDI. Alors, vous êtes plusieurs forces à cette assemblée, avec des personnalités. Il y a vous-même, il y a Hervé Morin, Jean-Christophe Lagarde, Jean-Louis Borloo. Pourquoi c'est la même personne qui cumule toutes ces fonctions en interne? Il n'y a pas tant de cumul. Jean-Louis Borloo est président du Parti radical, président de l'UDI, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. De l'UDI. C'est vrai qu'il mais je pense qu'il ne va pas rester président du Parti radical. Il a pris des dispositions, je crois, pour laisser cette présidence et ne pas accréditer l'idée que ce serait le Parti radical qui serait le pilier de l'UDI. Non, telle n'est pas son intention. Et c'est vrai que nous avons intérêt à partager les responsabilités aussi largement que possible. Moi qui suis élu dans le département de la Mayenne, je tiens à vous dire que nous sommes 3 parlementaires sur 5 en Mayenne qui sommes membres de l'UDI. Eh bien, ça n'est pas nous, ça n'est pas l'un d'entre nous qui préside l'UDI dans le département. C'est l'occasion de faire monter de nouveaux talents. Romain Mazenot pour RCF. On a parlé des municipales, il y aura d'autres élections importantes dans moins d'un an, ce sont les européennes. Oui. Jean-Louis Borloo veut monter des listes apparemment rassemblant des personnalités de droite, du centre et même des écologistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Jusqu'où l'UDI doit-elle ratisser? Est-ce qu'il faut faire campagne avec le MoDem, avoir des listes avec le MoDem, des écologistes européens, fédéralistes? Il faut d'abord que l'UDI plante son drapeau. Et donc, s'il y a une élection qui doit permettre à l'UDI d'exister et d'émerger, c'est l'élection européenne. Et donc, dans les mois qui viennent, nous allons rendre public notre projet pour l'Europe. Nous allons rendre public nos têtes de liste dans les différentes circonscriptions, puisque le gouvernement a fait le choix de maintenir les circonscriptions existantes, redoutant sans doute un scrutin national qui eût donné lieu à d'autres enjeux. Et si des personnalités issues des rangs de l'écologie, du MoDem, pourquoi pas, veulent nous rejoindre, nous sommes ouverts. Il faut se rassembler par rapport à un projet européen. Ce ne sont pas des listes avec, ce sont des personnalités qui vous rejoindraient. Ce sont des personnalités qui pourraient nous rejoindre. Mais ce ne sont pas des listes avec le MoDem. Non. Donc pas de coalition arc-en-ciel, comme dit votre ami François Sauvadet. Je suis assez en phase avec les récentes déclarations de François Sauvadet, oui. Mais nous ne sommes pas fermés. Maintenant, il faudra également s'interroger sur dans quel groupe nos députés iront-ils siéger au Parlement européen. Il y a aujourd'hui des membres de l'UDI, des députés européens qui siègent au PPE. Le groupe démocrate-chrétien. Mais il y a aussi l'ADLE. Le groupe libéral historique. Le groupe libéral et, disons, le groupe centriste. Donc, nous allons devoir assez rapidement trancher cette question. Et si nous sommes candidats aux européennes, ce n'est pas simplement pour faire un programme franco-français. Il faut que nos propositions aient un écho dans les autres pays de l'Union européenne. Et que nous puissions dire dans quel groupe élu nous irons siéger. Et selon vous, quel groupe cela doit-il être? Moi, je pense que c'est la DLE. Lors de notre congrès fondateur à la Mutualité, au mois d'octobre, Guy Verhofstadt est venu témoigner de ses convictions européennes que nous partageons avec lui. Il est vrai qu'il y avait également Michel Barnier, mais moi je continue à travailler avec Guy Verhofstadt. Et mon souhait, c'est de travailler précisément avec les responsables des différentes formations qui se reconnaissent au sein de la LDE pour articuler ensemble un certain nombre de propositions
qui puisse être développé aussi bien devant l'opinion publique et les électeurs français que dans les autres pays de l'Union européenne. Juste une dernière question, puis on passera à l'Europe tout à l'heure. En cas de primaire pour la présidentielle, alors vous allez me dire que la présidentielle, c'est dans 4 ans, c'est bien loin, mais s'il y avait des primaires internes à la droite avec, comme ça, Copé, Fillon, Sarkozy, pourquoi pas, s'il décide de revenir en politique, est-ce que Jean-Louis Borloo devrait s'y plier? Cette question n'a pas été tranchée. Mais la question va forcément se poser à l'approche des élections présidentielles. La gauche, à la fin de l'année 2011, a organisé des primaires qui sont allées au-delà du Parti socialiste. Eh bien, de cela, il faudra parler naturellement avec les responsables de l'UMP. Il faudra aussi que l'UMP clarifie son spectre. C'est-à-dire oui, clarifier son spectre. C'est-à-dire jusqu'où à droite. Je veux croire, me basant sur les déclarations les plus actuelles des responsables de l'UMP, que ça n'ira pas jusqu'au Front National. Et votre position personnelle, est-ce que vous dites que l'UDI devra clarifier cette question de savoir si l'UDI participe ou non à une primaire à droite, UMP-UDI? Est-ce que c'est pas tranché, mais quelle est votre position personnelle? Je pense que si nous avons un projet, et nous aurons un projet, nous y travaillons, eh bien, nous devons être capables de participer à une primaire de la droite et du centre. J'ai dit que nous étions au centre droit. L'élection présidentielle est ainsi faite que vient un moment, et on l'a bien vu aux dernières élections présidentielles, au second tour, il reste 2 candidats. Quelquefois, celui qui arrive en 3e se croit encore candidat au second tour, mais il y a un moment où ça s'arrête. Et il faut dire vers quel côté nous penchons. Vous visez François Bayrou, que vous avez soutenu? Moi, j'ai fait campagne avec François Bayrou aux dernières élections présidentielles et il y a eu une vraie déchirure entre les 2 tours, entre lui et moi. Fin de cette première partie, nous nous retrouvons dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invité cette semaine est Jean Arthuis, ancien ministre des Finances, sénateur de la Mayenne et vice-président de l'UDI. Pour vous interroger cette semaine, Laurent de Boissieu pour La Croix, Éléonore Veillas pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF qui vous pose la première question. Alors quand on voit la Grèce fermer sa radio et sa télévision publique le jour même où les représentants de la Troïka sont à Athènes, est-ce qu'on peut croire encore à cette Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui? Est-ce que vous êtes inquiet pour la démocratie grecque et surtout, comment expliquer le silence radio, c'est le cas de le dire, de l'Union européenne depuis mardi? On ne l'a pas beaucoup entendu, ni le président du Conseil européen, ni le président de la Commission européenne. Est-ce que c'est inquiétant pour vous? C'est sûr que la brutale extinction de la télévision et de la radio publique en Grèce pose un problème d'accès à l'information et comme tel de démocratie. Maintenant, il faut bien voir les lacunes du fonctionnement de l'Europe. Et cesser aussi d'accuser l'Europe qui ferait pression sur la Grèce, dans des conditions qu'on jugerait abusives. Voyons ce qui s'est passé. Moi, j'ai été acteur du passage à la monnaie unique. C'était la période 95-97. Pourquoi a-t-on fait la monnaie unique? On a fait la monnaie unique parce que, d'abord, on a voulu faire l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans des conditions pathétiques. La guerre avait été... c'était pratiquement l'apocalypse. Et on a compris qu'il fallait en sortir, que ces nationalismes organisaient la guerre civile dans des conditions insupportables, tragiques. On en sort. Et les pères de l'Europe jettent les bases sur le charbon et l'acier. C'est la déclaration de Schuman de 50. Et puis on va un peu plus loin, on fait l'Euratom, on essaie d'aller encore plus loin avec une communauté européenne de défense. Et là, les nationalismes bloquent. Pas d'Europe politique. Les pères de l'Europe vont essayer d'emprunter le chemin économique, le marché commun, un marché commun qu'on va élargir, qu'on va approfondir. Mais quand il y a autant de monnaies que de pays constituant ce marché unique, l'instabilité monétaire finit par déclencher des dévaluations compétitives et du jour au lendemain,
vous perdez vos emplois, vous êtes concurrencé par un producteur italien parce que la lire a dévalué, on fait exploser le chômage. Il fallait y mettre un terme. Et donc la monnaie unique. Oui, c'était aussi des dévaluations compétitives. Dévaluations compétitives, mais qui étaient des agressions insupportables. Comment faire une monnaie unique quand il n'y a pas d'État européen? Alors, on a dû inventer un règlement de copropriété qu'on a appelé le pacte de stabilité et de croissance, qui définissait des règles de bonne gestion publique. Pour revenir sur la Grèce, donc ça veut dire que l'austérité en Grèce, au Oui, Portugal, en ce que je veux Espagne vous dire, doivent continuer. Romain Masneau. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on a admis en 2001 la Grèce dans la zone euro, on a commis une erreur politique parce que la Grèce n'était pas prête. L'ayant admise, on aurait dû surveiller la Grèce comme on surveille le lait sur le feu, ce qu'on s'est abstenu de faire. La gouvernance de la zone euro entre 1999 et 2009, déclenchement de la crise des dettes souveraines, a été scandaleusement inexistante. On a fait n'importe quoi parce que l'euro avait anesthésié tout le monde. Les marchés financiers, les agences de notation. Le jour où les Grecs entrent dans la zone euro, Monsieur Arthur. à la veille, ils avaient 15% de taux d'intérêt. Ils sont dans la zone euro, ils émettent au même taux que les Allemands. La vie est belle. Qu'est-ce que se disent les Européens, et en particulier les Français? À quoi ça sert de casser les services publics, de déréguler toute l'économie, de réduire la Grèce, ce pays à la misère, au fond, aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de santé, il n'y a plus rien, fermer leur radio-télévision pour des raisons économiques, Bien sûr, alors qu'au bout du bout, on s'aperçoit que leur situation est pire que quand on a commencé le plan de rigueur. Une erreur, est-ce qu'il ne ferait pas Et envisager Et sa le FMI sortie dit qu'il a de fait une l'euro? erreur. Je comprends que les Grecs ont fait un peu n'importe quoi pendant un certain nombre d'années. Les plus gros contribuables grecs, naturellement, ne payant pas d'impôts. Au fond, l'État en Grèce est très déficient. Et lorsqu'est venue la crise des dettes souveraines, qui était la conséquence d'augmentation salariale, sans commune mesure, avec les gains de compétitivité, la gouvernance grecque a été calamiteuse. Mais nous avons une part de responsabilité. Parce que, les ayant admis dans la zone euro, on aurait dû comprendre qu'il fallait les accompagner et qu'il fallait les surveiller. Mais pendant 10 ans, au nom de la souveraineté nationale, on était dans la zone euro, on présentait des comptes publics qui étaient supposés sincères. Le pacte de stabilité et de croissance était devenu un pacte de tricheurs et de menteurs. Parce qu'au surplus, la Commission ne faisait pas son boulot de contrôle, de surveillance. C'est comme ça qu'on a admis Chypre également, dans des conditions J'allais vous en parler. calamiteuses. Mais On aurait dû exercer une surveillance, une vigilance de chaque Mais instant. si c'était Laurent une Boissieu. erreur, si l'entrée de certains pays dans la zone euro était une erreur, parce que leur économie, pour diverses raisons, notamment parce que leur Mais une fois économie qu'on n'était les pas a prête. admis, Voilà, est-ce que la solution aujourd'hui, plutôt qu'en effet rendre la misère dans ces pays-là, ce serait pas d'envisager une sortie de l'euro, une respiration pour ces pays, pour ces peuples? si on a pris conscience que les sortir de l'euro, c'était probablement organiser la fin de l'euro. Parce qu'après les Grecs, il peut y avoir le Portugal, il peut y avoir l'Espagne, il peut y avoir l'Italie, il peut y avoir l'Irlande. On tire sur la ficelle. Pourquoi forcément cet effet boule de Mais neige? parce que les marchés, ils ont attaqué à un moment la Grèce, et ensuite, ils vont attaquer d'autres pays. Or, quand on est entré dans la zone euro, on a pris un billet d'aller sans retour vers un gouvernement et forcément une forme de fédéralisme. L'erreur qui a été commise, c'est de ne pas mettre en place au moment de la création de la zone euro une gouvernance économique, financière et budgétaire. Que faire si les peuples n'en veulent pas aujourd'hui de ce fédéralisme? On l'a vu avec le non au traité constitutionnel européen, qui n'était pas comme dans le fédéralisme, mais qui allait vers cette direction-là. L'élection européenne, on sait très bien que les listes eurosceptiques risquent de faire des scores très importants, aussi bien à droite qu'à gauche. Mais je vais vous dire ce qui se passerait si on sortait de l'euro. Chaque pays reprendrait sa monnaie nationale. Le Deutschmark s'apprécierait de 40 ou 50%. Mais comment faire si les peuples ne veulent... Ce qui est pour vous la solution en État fédéral européen, en conséquence de l'euro, comment faire si les peuples n'en veulent pas aujourd'hui? Parce que ça n'a pas été fait avant. Eh bien, il faut aider les pays. Mais il faut aussi les aider à mettre de l'ordre dans leur propre gestion publique. Alors, il est possible qu'en Grèce, l'ORTF, si j'ose dire, Le RT. ou le RT, oserais-je dire, est-ce que c'est un modèle de gestion publique?
Est-ce que chez nous, c'est un modèle? N'y a-t-il pas ici et là des gens au placard, des emplois de complaisance? Je ne connais pas la situation, donc je ne me prononcerai pas. Je trouve dramatique que l'on suspende l'information. Mais j'ai cru, au travers de lectures, de dépêches, constater que ce n'était pas une gestion exemplaire. Et donc aujourd'hui, les Grecs sont en train d'entreprendre un effort sans précédent pour remettre en place une administration. Et en cela, ils ont été aidés par les Allemands comme par les Français, ce qu'on a appelé la task force, pour les aider à mettre en place une administration. Ce sont des efforts difficilement supportables par le peuple et difficilement explicables parce qu'ici et là, la gestion publique n'a pas été exemplaire. On s'est raconté des belles histoires et on a vécu dans l'illusion. Et vient un moment, il faut remettre de l'ordre dans la maison. Ce n'est pas l'Europe qui dicte ça. C'est que sans l'Europe, la Grèce était condamnée à se remettre d'aplomb. On invoque constamment l'Europe pour dire que c'est elle qui nous oblige à aller vers un déficit à 3% et demain à l'équilibre des finances publiques. Mais pensez-vous un seul instant que sans l'Europe, la France aurait pu se dispenser de mettre de l'ordre dans sa propre gestion publique, d'entreprendre des réformes structurelles indispensables pour retrouver de la compétitivité. Souvenez-vous, lorsqu'en 1997, les socialistes se font élire pour l'alternance de l'époque, ils avaient dit d'ailleurs qu'ils ne signeraient pas le pacte de stabilité et de croissance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont signé sans rien changer, comme ils l'ont fait récemment au lendemain de l'élection de M. Hollande. Et à l'époque, ils voulaient créer les 35 heures dans la sphère privée pour créer de l'emploi, mais pas de l'appliquer à la fonction publique. Un an plus tard, ils l'ont appliqué à la fonction publique. Ça coûte 20 milliards de dépenses publiques supplémentaires chaque année. Au pouvoir, parce que vous avez rappelé que vous avez soutenu le gouvernement précédent, et les 35 heures ont été détricotés un petit peu. Mais j'en veux au gouvernement précédent, précisément, de ne pas avoir fait la TVA sociale, de l'avoir fait à la fin du quinquennat, alors qu'il aurait dû être fait au début du quinquennat. Et de ne pas l'avoir fait, 39 heures. De l'avoir fait dans une proportion symbolique. Ça n'a pas de sens. Et puis je dis, oui, qu'il faut aller également vers les 39 heures. Payer 35. Il n'y a pas si longtemps. 39 heures payées 35. Mais on n'y échappera pas. Il n'y a pas si longtemps. Dans le public et dans le privé. Alors, dans le privé, je crois qu'il faut déplacer le curseur de la durée légale du travail pour savoir à partir de quel niveau horaire on est en heures supplémentaires, mais laissons les entreprises, au travers de conventions de branche, de discussions de branche, trouver les solutions. Mais nous, les politiques, on a passé tellement de temps à nous occuper de la gestion dans le privé, je pense qu'on aurait plutôt intérêt à nous préoccuper de la gestion dans les 3 fonctions publiques, d'État, collectivité territoriale et fonctions hospitalières. Ça, c'est un impératif. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à Bruxelles et vous avez vu comme moi la pression exercée par tous les gouvernements des 27 pays de l'Union européenne pour que les dépenses de fonctionnement soient tenues. Les dépenses de fonctionnement, c'est 10 milliards par an. Et les 3/4 des dépenses de fonctionnement sont les frais de personnel. Eh bien, savez-vous ce qui a été décidé par la Commission? C'est de passer la fonction publique européenne de 37h30 à 40 heures. Et l'âge de la retraite de 63 ans à 65 ans, sans compensation salariale. Et alors, j'ai interrogé, il y a quelques jours au Sénat, M. Repentin, qui est le ministre des Affaires européennes. J'ai dit, Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement français soutient ce dispositif? Oui, nous le soutenons. Eh bien, j'attends la suite. Question de Romain Mazenot pour RCF. Est-ce que l'Europe est dans son rôle quand elle tense la France sur les taxis, les notaires, qu'elle juge trop fermés, et puis quand elle dit qu'il faut assouplir la législation sur l'ouverture des magasins le dimanche, sur les retraites, est-ce qu'elle est dans son rôle? Là, je pense que l'Europe s'égare souvent dans des normes, mais les acteurs français sont les premiers coupables parce qu'ils vont faire du lobbying à Bruxelles pour régler des problèmes qui ne sont pas pu régler au plan national. Je pense qu'il y a une vraie nécessité d'une politique commerciale. Et on vient d'assister à une étonnante confrontation entre les Chinois et la Commission européenne. Et les Chinois ont envahi le monde avec des panneaux photovoltaïques, ce qui fait qu'en Europe, toutes les jeunes pousses photovoltaïques ont été neutralisées assez rapidement. Mais enfin, c'est un début de volonté d'existence de la part de la Commission. C'est du protectionnisme, ça ne devrait pas plaire aux libérales que vous êtes. Mais les États-Unis sont un pays dont la réputation libérale n'est pas contestée. Ils pratiquent ça au quotidien pour essayer de réguler les agressions venant... Les États-Unis promeuvent le libre-échange au niveau de l'OMC, mais eux-mêmes, en interne, en effet, pratiquent du protectionnisme plus ou moins déguisé. Bon, il faut faire la même chose? Il faut que, dans ce marché unique,
la politique commerciale de l'Union européenne soit clairement identifiée et qu'on n'hésite pas à exercer des pressions sur des États qui subventionnent des productions pour envahir nos marchés et faire disparaître toute possibilité de créer en Europe une industrie photovoltaïque. Alors pendant quelques années, on a activé ce marché avec des avantages fiscaux en surpayant l'électricité produite par panneaux photovoltaïques. On voit le résultat. Alors, on n'a pas été foutu de le financer puisque c'est EDF qui a porté le déficit de 5 milliards et qu'aujourd'hui même, l'État ne prend pas encore en compte les 5 milliards de dettes qu'il a à l'égard de Mais ça ne vous a d'EDF. pas échappé, monsieur Jean Arthuis, vous êtes un grand spécialiste européen, que dans cette affaire de panneaux photovoltaïques, chaque pays, l'Allemagne, la France, réagissait en ordre dispersé. Et voilà. Parce que l'Europe, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est une addition d'égoïsmes nationaux. D'égoïsme ou d'intérêts nationaux différents? Écoutez, il y a pas bien souvent l'égoïsme est fondé sur la préservation des intérêts. Mais très vite, on s'aperçoit qu'ici, en France, on va avoir une confrontation entre les producteurs de vin de Bordeaux et puis les producteurs de panneaux photovoltaïques. Donc, il faut qu'il y ait en Europe un véritable gouvernement politique. L'Europe souffre... Dans la zone euro. Alors, d'abord la zone euro. Parce que, à l'occasion de la crise des dettes souveraines, on s'est rendu compte qu'il y avait un niveau de responsabilité et de solidarité qui n'a rien de commun entre les 17 de la zone euro et les 27, bientôt 28 avec la Croatie, de l'Union européenne. Parce que lorsqu'il s'agit de venir en aide à la Grèce, ce n'est pas le Royaume-Uni, ce n'est pas le Danemark et les pays qui ne veulent pas être dans la zone euro qui participent au financement. Ce sont les 17 et les crédits ne viennent pas du budget de l'Union européenne. Ils viennent des parlements nationaux. Ce sont dans les lois de finances nationales qu'on inscrit les prêts bilatéraux pour la Grèce, qu'on inscrit les crédits pour constituer le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilité. C'est une solidarité sans précédent. Et quand on a un tel niveau de solidarité, il faut un gouvernement économique, financier et budgétaire. Éléonore Veillas, Radio Notre-Dame. On a vu que le couple franco-allemand avait connu quelques accros et un couple que François Hollande et Angela Merkel ont voulu un peu relancer il y a quelques semaines en proposant un plan pour soutenir l'emploi déjà d'un plan de 6 milliards. Je voulais avoir votre regard sur cette idée. Moi, je trouve ça très bien. D'abord, je trouve très bien que la France et l'Europe essaient de convenir d'un certain nombre d'axes pour faire sortir l'Europe de la crise. C'est peu dire que le couple franco-allemand a toujours été le moteur des avancées européennes. Moi, je l'ai vécu en tant que ministre. Quand on mettait au point le pacte de stabilité et de croissance, je passais une nuit entière avec mon collègue Weigel pour essayer de trouver des accords. Et pendant ce temps-là, les autres attendaient. Et quand les Français et les Allemands étaient d'accord, tout le monde suivait. Bon. Donc il faut que nous puissions converger, mais il faudrait aussi que M. Hollande comprenne, quand il souligne les vertus de M. Schröder, qu'il doit être un jour le Schröder français, pour être le promoteur de réformes structurelles lourdes, qui appellent beaucoup de courage, et qu'à ce moment-là, il faudra que l'opposition et la majorité sortent de ce climat de guerre civile qui fait que dès que l'un des protagonistes articule une proposition un peu courageuse, il se fait incendier par le camp d'en face et quelquefois même par son propre camp. Donc ayons la lucidité et le courage nécessaires. Une dernière question pour cette partie, en tout cas, de Laurent de Boissieu. Dans la logique que vous soutenez d'une Europe fédérale, cohérente, forte, est-ce qu'on peut rester longtemps avec un pays important comme le Royaume-Uni qui n'est pas dans la zone euro? Ou est-ce que ce pays-là ne doit pas un jour choisir entre l'Europe, l'Union européenne, y compris l'euro, monnaie commune, monnaie unique, pardon, ou bien alors ne plus être dedans? Bien sûr qu'il devra choisir. On ne peut pas continuer un jour dedans, un autre jour à côté. On ne peut pas avoir l'Union européenne, qui est le marché unique, et le cœur de l'Europe, qui est la zone euro, avec un gouvernement économique, financier et budgétaire, avec une union bancaire. La Banque centrale européenne, son capital est détenu par les seuls États de la zone euro. Si demain il y a une union bancaire, c'est-à-dire un contrôle des banques par une autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce sera dans la main de la Banque centrale européenne. Le mécanisme européen de stabilité, les actionnaires sont les membres de la zone euro et non pas les autres. Si on crée une taxe sur les transactions financières,
quels sont les pays qui vont participer qui vont accepter que cette taxe soit mise en recouvrement. Donc, il faut que le cœur se renforce et que ceux qui n'y sont pas encore, tous ceux qui n'y sont pas, ont vocation à y entrer. Mais quand est-ce qu'il faut un référendum au Royaume-Uni posant clairement la question aux Britanniques, est-ce que vous voulez rester ou non dans l'Union européenne avec l'euro ou en sortir? C'est l'affaire du peuple britannique. Mais il y a forcément un moment où il faudra trancher. On ne peut pas continuer un pied dedans, un pied à l'extérieur. Souvenez-vous, quand est venue la crise des dettes souveraines, les Britanniques contestaient même le fait que le FMI puisse participer au financement, car les Britanniques ont un peu d'argent dans le FMI, et ils contestaient le fait que cet argent-là puisse aller à la résolution de la crise des dettes souveraines de la zone euro. Fin de cette deuxième partie. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invité cette semaine est Jean Arthuis, vice-président de l'UDI. Pour vous interroger cette semaine, Laurent de Boissieu pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Éléonore Veillas pour Radio Notre-Dame qui vous pose la première question. Alors, le rapport Moreau sur la réforme des retraites est attendu pour demain. On a l'impression, alors c'est plus qu'une impression, qu'à chaque gouvernement, sa réforme des retraites, jouer sur la durée de cotisation, sur l'allongement du départ à la retraite ou sur le montant des cotisations. Pourquoi la France n'est-elle pas capable de trouver son propre modèle comme certains pays, certains pays ont réussi à le faire, comme la Suède par exemple? Nous sommes un pays co-géré par les syndicats. Tout le budget de la protection sociale, c'est-à-dire à peu près 600 milliards, est co-géré. Et les budgets des collectivités locales, de l'État, sont assez largement co-gérés, puisque le statut de la fonction publique est très co-géré. Il va falloir que nous nous interrogions sur les excès de conservatisme de cette gestion, et peut-être de la légitimité. Les syndicats ne sont pas légitimes pour gérer Écoutez, très franchement, bien gérer, c'est veiller à l'équilibre. Est-il normal de recourir à l'emprunt pour financer des retraites? Nous finançons des retraites en empruntant. Nous sommes un pays de protection sociale enviable, mais nous sommes incapables de le financer. Nous dépendons des autres. Alors, ce n'est pas l'Europe qui va nous obliger de mettre de l'ordre là-dedans. C'est que viendra un jour où personne ne nous prêtera d'argent. Nous consommons plus que nous ne produisons. Qui peut résister à une telle situation? Ça fait presque 40 ans que nos budgets publics sont en déséquilibre, ceux de l'État. Alors, on a créé l'illusion de l'équilibre des comptes sociaux en inventant un impôt tel que la CSG, qu'on a appelé cotisation sociale, pour que ça puisse être affecté directement au budget social. Mais très franchement, qu'est-ce qui justifie que, je m'égare un peu des retraites, mais qu'est-ce qui justifie que la politique familiale soit financée par des cotisations sur les salaires? Aucune justification. C'est une affaire de solidarité nationale. Et donc, il faut le financer autrement. Budget de l'État. Oui. Parce que le financer par des cotisations sociales, c'est renchérir le coût du travail et c'est organiser la délocalisation des emplois et des activités. Il faut le dire. Et qui le conteste, alors qu'il vienne en débattre avec nous. Alors, sur les retraites, on les finance en empruntant. Échéance 2020, 20 milliards de déficit, 20 milliards d'emprunts. On ne peut pas continuer comme ça. Et alors, on a des régimes spéciaux, des régimes multiples. Il faut en sortir, comme ont su le faire quelques pays, comme la Suède. Et instituer un système de retraite à points. C'est-à-dire qu'on ouvre un compte au nom de chaque Français pour établir ses droits à pension lorsqu'il partira en retraite. La CFDT notamment. Oui. Eh bien, je crois que c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Alors, naturellement, ça n'est pas instantané. Mais plus on retarde la décision et la mise en œuvre d'un tel dispositif, plus on s'écarte d'une mesure d'équité. Mais ça change rien sur le fait qu'il y a des déficits et qu'il faudra soit diminuer les pensions, soit cotiser plus longtemps, soit partir plus tard à la retraite. Il faut d'abord retrouver de la compétitivité pour qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui produisent. Le vrai pouvoir d'achat, c'est celui qui est la contrepartie du travail et de la création de richesses. Or, nous nous égarons, nous soutenons la consommation par les déficits publics, c'est-à-dire par les emprunts que nous pouvons faire auprès d'investisseurs étrangers, mais ça ne durera pas éternellement. Donc, retrouver de la compétitivité pour que nous soyons plus nombreux à travailler, mais accepter de partir en retraite
à un âge plus avancé. L'espérance de vie n'a cessé de progresser. Aujourd'hui, ceux qui travaillent doivent pratiquement prendre en charge la génération de ceux qui ne travaillent pas encore, et quelquefois 2 générations de retraités. Quel est le pays qui peut résister à cela? 44 ans de cotisation, dirait le rapport Moreau, en Sans 2020. doute, sans doute, mais cessons de rêver. Nous avons été anesthésiés par l'État-providence, par des promesses de tous ordres, mais d'un irréalisme total. La gouvernance publique, telle que nous la pratiquons depuis 40 ans, est blâmable. Ça fait jusqu'à 70 ans pour des personnes qui ont des études longues. Si vous mettez 44 ans, une personne qui a des études jusqu'à 25 ans, par exemple, hein, ça fait cotisant, donc travaillant jusqu'à 69 ans, 70 ans. Laurent de Boissieu. Ça vous semble... Parce que la durée de vie s'allonge, mais la durée de vie en bonne santé s'allonge moins vite, moins fortement. Et c'est sûr que les dernières années sont quelquefois un petit peu délicates, ce qui nous obligera d'ailleurs à mobiliser des ressources spécifiques pour faire face à la dépendance. Mais comment financerons-nous ces retraites? Eh bien, on le financera par des cotisations. Des cotisations qui sont en quelque sorte un complément de salaire. Mais n'allons pas croire que nous pourrons échapper à des réformes lourdes pour maintenir l'équilibre de notre système de retraite. Et il faudra tout à la fois que ceci concerne la fonction publique, les régimes spéciaux et l'ensemble des Français. Il faut revoir le mode de calcul des retraites dans la fonction publique. Je le crois. Je le crois parce qu'on a eu recours à quelques artifices. Alors, comme on ne voulait pas payer de cotisations sociales, on a inventé des primes. Et puis, comme les retraites n'étaient pas suffisantes, eh bien, on disait qu'on allait prendre comme référence les 6 derniers mois. Et comme par hasard, on gérait les carrières en donnant une promotion 6 mois avant le départ en retraite. Enfin, tout ceci est un ensemble de petites lâchetés, de bricolage dont il faut sortir d'urgence. Romain Masneau, RCF. Autre sujet, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, ancien directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo à Bercy, a été mis en examen hier pour escroquerie en bande organisée dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. Il a affirmé devant des magistrats qu'à son arrivée à Bercy, puisqu'il a passé quelques semaines à Bercy, Jean-Louis Borloo avait poussé pour un arbitrage privé en faveur de Bernard Tapie. Jean-Louis Borloo dément, mais vous lui maintenez toute sa confiance à Jean-Louis Borloo, vous lui faites confiance a priori? Moi, j'ai entendu le témoignage de Jean-Louis Borloo et je l'ai trouvé convaincant. Je souhaite vivement que la justice puisse dire d'où est venu l'ordre de procéder à l'arbitrage. Un arbitrage, vous avez bien une petite idée. Un arbitrage singulier dans ses conséquences, parce qu'on n'avait jamais vu 40 millions d'indemnités pour préjudice moral. Et moi, ce qui m'a choqué le plus dans cette affaire, c'est que M. Tapie avait des dettes à l'égard du Crédit Lyonnais. Il devait, je crois, 250 millions à peu près. Il a eu reconnaissance d'une créance sur le Crédit Lyonnais du fait de l'arbitrage. Mais cette créance a donné lieu à intérêt de retard. C'est-à-dire, on a dit, voilà, vous avez droit à, je ne sais plus combien, 350 millions, et on va calculer un intérêt de retard, et vous aurez 405 millions. Mais ce que M. Tapie devait au Crédit Lyonnais n'a jamais donné lieu à intérêt de retard. Et si ça avait donné lieu à intérêt de retard, ça aurait été, à mon avis, une 50aine de millions. J'ai écrit à Bernard Tapie au mois de décembre 2008 pour lui demander pourquoi il n'acceptait pas de payer des intérêts de retard, lui qui, semble-t-il, a le sens de l'honneur. Je n'ai jamais eu de réponse. Et pourquoi le pouvoir de l'époque aurait... c'est quoi? C'est un renvoi d'ascenseur pour service rendu? On comprend... Quelle est votre analyse? Bande organisée, M. Arthuis. Je trouve que le motif de mise en examen est quand même cinglant. Une bande organisée, c'est plusieurs personnes. Il va falloir bande, déjà, on imagine. Il y a Mme Lagarde, une bande de malfrats, M. Sarkozy. Écoutez, vraiment, je souhaite que la justice dise ce qu'il en est. Ce qui est, on a une espèce de patate chaude que chacun se repasse comme il peut. Il va falloir en sortir très vite parce que pour M. Richard, qui est président d'Orange, c'est une situation qui est plus que préoccupante. Il doit rester. Il appartient au conseil d'administration d'entendre M. Richard. Je pense qu'il y a une relation de confiance absolue entre le président et les membres du conseil d'administration et que M. Richard dira le fond du fond de ce qu'il sait, de ce qu'il a fait, de telle sorte que le conseil d'administration puisse aviser sur le fait de savoir si M. Richard doit rester ou pas.
Sur le fond, Laurent Boissieu, dernière question. sur le fond, qu'est-ce qui vous Très choque? court. C'est le recours à l'arbitrage pour de l'argent public ou c'est la façon dont l'arbitrage a été mené? C'est une procédure qui n'est pas coutumière dans la sphère publique que d'avoir recours à l'arbitrage. Bon, cela étant, ce sont des affaires qui peuvent durer des années et des années parce qu'on n'en sort pas. Moi, ce qui m'a choqué dans cette affaire, alors ce qui me choque maintenant, c'est d'apprendre que l'un des arbitres avait eu, semble-t-il, des relations avec l'avocat personnel de M. Tapie. Ceci est un manquement à la probité. Et puisque M. Tapie a dit publiquement, en tout cas c'était rapporté par le journal du dimanche, que s'il y avait eu embrouille, eh bien, il fallait remettre en cause cet arbitrage. Merci Jean Arthuis, vice-président de l'UDI, sénateur de la Mayenne. Fin de cette émission. La semaine prochaine, nous recevrons Robert Rochefort, vice-président du MoDem, député européen, ancien patron du CREDOC. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission et les meilleurs moments de l'émission sur les sites de nos différents partenaires. Et d'ici là, passez une bonne semaine.